Quel voyage incroyable! Ce voyage qui nous a emmenés en 5 minutes de la Terre aux confins de l'univers visible. Un voyage évidemment imaginaire. Il n'est pas question de faire ça avec un vaisseau spatial à l'homme qui n'a pour l'instant jamais dépassé la Lune. Un voyage en pensée, réalisé par des ingénieurs il y a plus de 40 ans. Une vidéo qui est un peu l'ancêtre de Google Earth, comme vous l'avez pu le voir, où l'on traverse toute l'immensité, tout le vide qui compose l'univers entre nous et sa limite visible. Ce qui est paradoxal, c'est que quand on regarde ici le ciel au-dessus de nos têtes, avec les quelques étoiles qui sont apparues à mesure que le ciel, lui, disparaissait, Vega au zénith, à côté d'Eneb, et plus bas Altaïr, formant ainsi le triangle d'été. La Lune, elle, s'est déjà couchée avec Mars, et bientôt Saturne se lèvera derrière nous. Quand on regarde ce ciel qui semble statique, presque plat, on a du mal à imaginer cette profondeur que l'on vient de voir lors de ce voyage, cette immensité. C'est justement ce que je veux que vous touchiez ce soir. C'est le vertige des échelles qui échappent à l'œil. On a d'abord besoin de se doter d'un certain schéma pour élargir la pensée et être capable d'appréhender cette immensité. Ça passe par les analogies. Imaginez l'univers comme l'océan Pacifique, très très vide, rempli de mer, pas de matière, quelques îles. Les îles sont les galaxies, comme notre Voie lactée. Et les étoiles, ce sont les grains de sable de ces îles. Voilà les structures. Regardons donc cette première échelle qui nous apparaît, celle de ces étoiles. Les étoiles que vous voyez, pour la plupart, sont relativement proches de nous. Proches de nous en astronomie, ça veut dire très très loin, évidemment. Ça veut dire 15, 25 années-lumière. Il faut 25 ans à la lumière pour nous parvenir. D'autres sont beaucoup plus loin, comme Deneb, bien qu'elle brille à peu près comme Vega, sa voisine, elle est 100 fois plus loin. Comment fait-on pour connaître les distances des étoiles? Eh bien, on joue sur la stéréo, la même faculté que nous avons avec nos deux yeux de voir en 3 dimensions. Grâce à nos deux yeux, quand on en ferme l'un ou l'autre, ce qu'on a beaucoup fait quand on était enfant, on voit les choses se déplacer. Les choses proches bougent, les choses qui sont loin ne bougent pas. Eh bien, en astronomie, on fait pareil. On fait des photos du ciel l'été, quand la Terre est d'un côté du Soleil, et l'hiver, quand la Terre est de l'autre côté du Soleil. Et avec ces deux yeux, à 6 mois d'intervalle, on arrive à mesurer les distances qu'on appelle la parallaxe des étoiles. Et c'est ainsi qu'on a déterminé que Vega était 100 fois plus proche que Deneb, bien qu'elles aient l'air d'avoir la même luminosité. Si Deneb est 100 fois plus loin que Vega, ça veut dire que Deneb est 10 000 fois plus brillante que Vega, puisqu'elle est beaucoup plus loin. C'est avec ce jeu qu'on se rend un peu compte des distances qui sont dans cet univers proche. Vous voyez encore quelques planètes, mais pour l'instant, Saturne n'est pas levé, mais ça s'arrête là. Si on veut voir au-delà, il faut utiliser des télescopes, comme par exemple ce petit télescope numérique là-bas, qui peut retransmettre en direct les images qu'il capte. Et alors, voilà ce qu'on voit quand on on regarde dans une direction par là-bas. On voit des étoiles, mais également des sortes de nébuleuses, de boules de gaz, qui ne sont pas des boules de gaz, ce sont justement des galaxies, c'est-à-dire des univers-îles en dehors de notre univers-île qui s'appelle la Voie lactée. Et comme vous voyez, il y en a plusieurs et elles vivent un peu par groupe.
Si on veut s'intéresser à ces galaxies dans lesquelles nous sommes, il faut utiliser des télescopes spatiaux. Et voilà ce à quoi ça ressemble. Une galaxie, c'est quelque chose de très très grand. De gauche à droite, il y a environ 100 000 années-lumière. C'est-à-dire que même la lumière qui va si vite, qui en une seconde vient de la Lune, cette lumière, elle va mettre 100 000 ans à traverser la galaxie. Ce sont des structures immenses, composées d'environ 100 milliards d'étoiles, comme vous voyez avec des bras spiraux, mais qui nous apparaît ici sous forme statique, parce que sa dynamique se fait sur des échelles qui dépassent l'échelle humaine. Cette galaxie, nous la voyons de face. Regardons maintenant une galaxie qu'on regarde par la tranche. Regardez à quel point cette galaxie est fine. On dirait une crêpe, tout simplement. Toujours avec autant d'étoiles réparties dans ce plan de crêpe et des poussières qui cachent les étoiles. Regardons une autre galaxie qui, elle, visiblement n'est pas pareille. Visiblement, cette galaxie, dans sa vie, elle a l'air d'avoir pris cher. Elle a plus de bras spiraux. Ça ressemble même pas à une galaxie, on dirait une grosse boule de pâte à crêpes. Regardons un peu comment les galaxies se comportent par rapport aux autres. Elles ne vivent pas seules. Quand vous voyez deux galaxies à peu près de la même taille, vous pouvez imaginer qu'elles sont à la même distance. Elles vivent en groupe, un peu comme ces îles qui sont réunies au sein d'archipels dans l'océan Pacifique. Maintenant, regardez, l'étoile polaire est par là-bas. La Grande Ourse est ici. Je vais pointer mon doigt en direction de la Grande Ourse et vous allez imaginer que je fais une photo à travers mon ongle, c'est-à-dire une toute petite portion de l'espace. Eh bien, regardez ce qu'il y a dans cet ongle. Il y a tout ça. Chaque point que vous voyez n'appartient pas à notre galaxie. C'est une galaxie extérieure. Il y en a quelques milliers, certaines proches, grosses, d'autres petites, très lointaines. Si vous regardez bien, vous verrez une étoile. Celle-ci fait partie de notre monde. Vous imaginez un peu combien de galaxies il doit y avoir dans tout le ciel quand je balade mon ongle? On pense qu'il y en a environ 1000 milliards. Voilà l'histoire des galaxies. Mais une galaxie, comment ça marche? Pour cela, on arrête avec les images, on passe avec la pensée. En l'occurrence, on crée une simulation sur un ordinateur dans lequel on va mettre 1 million d'étoiles. On va lancer la machine en mettant dedans les lois de la physique et principalement les lois de la gravitation. C'est elle qui gouverne toute la structure de notre univers. Et maintenant, on va se faire un film en accéléré de la vie d'une galaxie qui, quand la photographie, semble totalement immobile. Elle ne l'est pas. Sauf que là, il va falloir accélérer. 1 seconde, ça sera 1 million d'années. Chaque point que vous voyez là est une étoile. Les zones rouges que vous voyez, ce sont des grosses étoiles en train de mourir, qui explosent. Et vous allez en voir 10 000 qui explosent. En route.
Allez, il me faut un enfant qui compte vite. Y a-t-il un enfant qui compte vite? Il va falloir compter jusqu'à 100 milliards. Alors j'ai besoin d'un enfant qui compte vite. Allez, qui se propose? Compter jusqu'à 100 milliards, c'est un défi. À raison de 31 millions de secondes par an, il faudrait 1000 ans. Et 100 milliards, c'est le nombre d'étoiles qu'il y a dans la galaxie. Donc pour les astrophysiciens, ça a toujours été un problème. Comment on va faire comprendre aux gens ce que c'est qu'une galaxie? La Voie lactée, on est dedans, on est dans la crêpe. C'est pour ça qu'on voit la Voie lactée. On est dedans, mais il y a 100 milliards d'étoiles, alors qu'à l'œil, on en voit 6000. Comment on va leur faire comprendre? Et là, on a été sauvés. À partir des années 80, il y a eu les crises financières. Et là, on s'est dit, c'est bon, le Crédit Lyonnais, 200 millions de francs volés. Les gens, ils vont comprendre. Avec leur poche, ils vont comprendre. Et ça a même dépassé nos espérances. La Société Générale, 5 milliards. Alors là, on s'est dit, on s'approche. Et de progrès en progrès, récemment, le Crédit Suisse, 20 milliards. Et là, je me suis dit, j'ai confiance. D'ici quelques années, on pourra faire comprendre aux gens, mais très concrètement, ce que c'est 100 milliards. Alors, il y a aussi des choses plus sérieuses qu'on a découvertes au XXe siècle. Et la grande découverte du XXe siècle, c'est l'expansion de l'univers. Ce terme qui laisse un peu pantois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'expansion? Je vais vous l'expliquer. L'expansion de l'univers a été découverte au début du XXe siècle. Mais pour cela, il a d'abord fallu comprendre que notre univers, notre galaxie, la Voie lactée, n'était pas la seule. Et il a fallu comprendre que des nébuleuses, des espèces de nuages blancs qu'on voyait même dans des grands télescopes, eh bien, que ce n'était pas chez nous. Et pour ça, il faut mesurer des distances. C'est-à-dire qu'une galaxie dans un télescope, même assez performant, ça ne ressemble pas à grand-chose, on ne sait pas trop ce que c'est. Et il y a eu un travail pionnier, et je tiens à le souligner parce que souvent ce travail est occulté, c'est le travail d'une femme scientifique à la fin du 19e qui s'appelait Henrietta Leavitt, et qui a permis de trouver la clé qui allait résoudre ce problème. C'est-à-dire qu'elle a trouvé une manière de mesurer la distance des galaxies, sans le savoir elle à l'époque. Elle a notamment mesuré la relation qu'il existe pour certaines étoiles qui pulsent. Ce sont des étoiles dont la luminosité varie de jour en jour. Tous les 4 jours, elle a un pic, puis après, elle est au minimum, puis elle a à nouveau un pic. Eh bien, elle a trouvé une relation entre cette période et la luminosité. Et donc, on était capable de savoir que cette étoile, combien elle envoyait réellement. Et donc, en comparant à combien on recevait, on était capable de déduire la distance de cette étoile. Ça a trouvé une application à partir d'un moment où on s'est intéressé à ces nébuleuses et qu'on a vu qu'il y avait des céphéides dans ces nébuleuses. Alors les gens, ils ont dit, ah bah très bien, on mesure la pulsation de la céphéide, on transforme ça en distance. Et là, ils calculent et ils trouvent 2 millions d'années-lumière. Là, ils font, ah, ça c'est très loin. Parce que là, les étoiles, elles sont... Deneb est à 2700 années-lumière, c'est déjà pas mal. On est à 2 millions d'années-lumière. Ça n'est pas dans notre univers, c'est autre chose. Et là, on a commencé à comprendre que ces nébuleuses n'étaient pas des nuages, c'était d'autres galaxies. Première partie de l'énigme. La deuxième, c'est qu'on sait mesurer les vitesses. Ça peut vous sembler plus compliqué de mesurer une vitesse, en fait, c'est plus simple que de mesurer une distance. Pour mesurer la vitesse d'une galaxie, on fait comme les policiers. On utilise des radars. C'est-à-dire qu'on analyse la lumière. Alors nous, on n'envoie pas de la lumière, mais on analyse la lumière qu'elle nous envoie, cette galaxie. Et vous savez, quand l'ambulance passe près de vous, elle fait pimpon, pimpon. Et quand elle s'éloigne, elle fait pimpon, pimpon. Elle a un son plus grave. Quand elle s'approche de nous, elle a un son aigu. Une galaxie, quand elle s'approche de nous, sa lumière est à plus haute fréquence et plus aiguë. On dit qu'elle est plus bleue, parce que le bleu est à plus haute fréquence que le rouge. Quand elle s'éloigne de nous, cette galaxie est plus rouge. Et Edwin Hubble, celui qui a donné son nom à ce télescope célèbre américain, qui a popularisé l'Amérique, Edwin Hubble, il a remarqué que toutes les galaxies semblaient s'éloigner de nous. Elles s'enfuient. Et chose curieuse, il a mesuré que plus elles étaient loin, et plus elles s'éloignaient de nous rapidement. 2 fois plus loin, 2 fois plus vite. 10 fois plus loin,
10 fois plus vite, avec des vitesses quelquefois qui commençaient à s'approcher de la vitesse de la lumière, ce qui était très étonnant. Autant dire que dans son article où il trouvait cette loi, vitesse proportionnelle à distance, il n'a pas donné d'explication, parce qu'il ne comprenait pas comment c'était possible. Sauf qu'en parallèle, Einstein avait déjà fait sa théorie de la relativité générale, et un abbé belge, Georges Lemaître, avait déjà tiré les conséquences de la théorie d'Einstein et avait dit « l'univers peut être en expansion, et s'il est en expansion, les galaxies doivent s'éloigner les unes des autres à une vitesse qui est proportionnelle à la distance. » L'expansion de l'univers était découverte. Oui, Arnaud, dis-moi. Ça t'embouche un peu un coin. C'est normal. Voilà, ça fait penser. Mais l'expansion, ça me gêne comme mot. Ouais. Expansion, parce que ça veut dire qu'il grossit, ça veut dire quoi? Tu as tout à fait raison, Arnaud, il y a un problème de mots. L'expansion est un mauvais mot, comme trou noir, dont le trou est un mauvais mot aussi. L'expansion est un mauvais mot parce que les cours d'histoire ont associé lors de notre scolarité l'expansion à quoi? À la guerre, l'expansionnisme allemand, japonais, français au XIXe siècle. C'est-à-dire que c'est quoi l'expansionnisme? C'est les frontières qui avancent. Ce n'est pas le pays qui change, c'est simplement que les frontières avancent. C'est un pays qui en envahit un autre. Mais notre univers, il n'envahit pas un autre univers. Notre univers, il n'a pas de limite. Donc c'est un mot qui nous trompe, comme souvent. Et à partir de ça, on se fait des fausses conceptions. On se dit, mais s'il est en expansion, hein, par exemple, Guillaume, s'il est en expansion, il est en expansion dans quoi? Tu sais pas, bah ouais, il est en expansion dans rien, puisque l'univers, c'est le tout par définition. Donc en fait, l'expansion, ce n'est pas des frontières qui avancent. L'expansion, ce n'est pas la frontière allemande qui arrive à Paris. L'expansion, c'est Stuttgart qui arrive à Paris. Et Paris qui arrive dans les Açores. C'est tout qui gonfle, tout qui se dilate. Il n'y a pas de frontières. Tout gonfle, tout s'éloigne de tout. Par exemple, alors vous allez me dire, bon, d'accord, ça aide un peu. Mais je disais, ça ne s'étend dans rien. Mais comment ça, c'est dans rien? Par exemple, Sam, Alfred, ouais. Est-ce que ça veut dire que l'univers est infini? Bah non. Bah, pas forcément. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas si l'univers est infini ou fini. L'univers infini, ça veut dire, je pars par là, plutôt en vaisseau spatial, je voyage pendant 1 milliard d'années, ou plus, et vous ne me revoyez jamais. C'est-à-dire que c'est infini dans cette direction-là. Tandis qu'un univers fini, c'est faire un peu comme Magellan. C'est je pars en vaisseau spatial pendant 1 milliard d'années, et dans 2 milliards d'années, je reviens de l'autre côté. J'arrive par là, et j'ai fait le tour. Je n'ai pas rencontré de frontières. Vous êtes d'accord qu'il n'y a pas de frontières sur Terre? On ne peut pas trouver de limites. Il n'y a que les États qui pensent qu'il y a des frontières, mais il n'y a pas de frontières. Et donc, en fait, on peut tourner comme ça. D'ailleurs, c'est ce que font les satellites. Ils tournent, ils tournent, ils tournent. Et ça, c'est un univers fini. Eh bien, ouais, Alfred, on ne sait pas si l'univers est fini ou infini. Les deux sont possibles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un univers fini en expansion? Ben, imaginez que la Terre gonfle. Voilà, c'est un gros gâteau dans le four. C'est la Terre qui gonfle. Imaginez, Paris, Berlin, c'est 1500 km. Si la Terre gonfle, ça devient 3000 km, puis après, ça devient 6000 km. C'est ça l'expansion de l'univers. Tout s'éloigne de tout. Vincent, est-ce qu'on peut penser qu'à un moment, ça va dégonfler peut-être un jour? Ah, t'as raison, ça c'était une théorie célèbre dans les années 80, et elle a été démentie. Elle a été démentie. Non, ça n'arrivera pas. L'expansion s'accélère. C'est-à-dire que ça va de plus en plus vite. Il n'y aura pas de retour au début. Non, là, on est engagé dans l'histoire sans fin. Alors, tout ça, c'est un récit, mais à un moment, on a quand même besoin un peu de quantifier ça. Et surtout, on va se faire un film à l'envers. Si l'univers est en expansion, vous êtes d'accord, ça veut dire qu'avant, les galaxies étaient plus proches les unes des autres. Si je remonte le film à l'envers, qu'est-ce qui se passe? Toutes les galaxies se rapprochent les unes des autres, le soufflet dans le four, il devient tout rabougri. Et donc, il y a un moment où tout était concentré quasiment en
d'un point, on appelle ça comment? Le Big Bang. Eh bien moi, pour voir si ça marche bien, j'aimerais bien calculer, c'était quand le Big Bang? C'était il y a combien de temps? Vous allez voir qu'il suffit de prendre la loi de Hubble, de faire un peu de maths. Il n'y a pas le choix à un moment. En astronomie, en physique, il faut en passer par les calculs, les équations et les mathématiques. Allons-y.
C'est beaucoup, hein. 13,7 milliards d'années. La précision n'est pas une plaisanterie. La mesure a été faite très précisément à l'aide de l'expansion de l'univers, de la loi de Hubble, mais pas seulement, de différentes manières. Et on trouve toujours cette durée. Donc, l'univers a 14 milliards d'années, donc c'est beaucoup. Il s'est passé beaucoup de choses. Comme vous voyez, la fenêtre de l'humanité est toute petite et nous n'avons rien à craindre de la mort du Soleil. C'est dans très très longtemps. Alors, comment il était cet univers il y a 13,7 milliards d'années? Il était donc dans sa naissance, donc il était un peu informe. C'était grosso modo un gigantesque brouillard. Un brouillard dans lequel il n'y avait que des particules élémentaires, des protons, des électrons, des photons. Un brouillard, pas d'étoiles, pas d'humains, pas de terre, pas de pierre, même pas de l'hydrogène, vraiment rien. Et la loi de la gravitation et l'expansion de l'univers s'est mise en place et a commencé à structurer tout ça. Alors, pour le comprendre, il faut passer par une simulation, parce que tout ça se passe à des échelles qui nous dépassent et que l'on ne peut plus observer. Alors, cette simulation va vous montrer qu'est-ce qui fait quand dans un brouillard, on active la gravitation. Et vous allez voir, sous vos yeux ébahis, se former petit à petit une galaxie. La matière attire la matière. Plus il y a de matière, plus ça attire. Tout le gaz arrive de gauche, de droite et se met à tourbillonner. On dit que ça conserve le moment cinétique, un peu comme les patineuses sur la glace ou à roulette. Et ça accrète, de plus en plus de masse. Des étoiles se forment. Tous les points lumineux que vous voyez, ce sont des étoiles. Et vous voyez apparaître ces bras spiraux. C'est-à-dire que cette simulation, avec la loi de gravitation, celle de Newton ou d'Einstein, grosso modo, arrive à expliquer pourquoi nous vivons dans une galaxie qui a à peu près cette taille de 100 000 années-lumière. C'est donc relativement bien compris comment une galaxie se forme au tout début de l'univers, à une époque où l'univers est encore assez compact. Une galaxie se forme ici et une autre pas très loin. Et tout ça bouge beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'énergie. La naissance de l'univers n'est pas du tout la naissance d'une étoile cachée, toute silencieuse. La naissance de l'univers, c'est une gigantesque explosion, un été caniculaire. Et puis peu à peu, tout ça se dilue. Et c'est l'été, c'est le moment des fêtes, c'est le moment des bals. Les galaxies sont proches, elles vont évidemment se rencontrer. Et quand on regarde loin dans l'univers, on voit effectivement des galaxies très très proches les unes des autres. Et là, vous n'allez pas me croire. Je vais vous dire que quand deux galaxies se rencontrent, pas une étoile ne rentre en collision avec une autre. Simplement, elles se déforment, elles fusionnent. Après les premières rencontres, les premiers amours, les galaxies fusionnent. Et à partir de maintenant, elles vont passer leur vie ensemble et peut-être même ne faire qu'une. Après les premiers amours, les premières disputes, ça se passe pas toujours très bien. Mais aussi les premières naissances. Et ceci n'est pas une blague. Entre deux galaxies rentrant en collision, on voit un filament d'étoiles formé justement par l'onde de choc prodigieuse due à cette collision à 5000 km par seconde. Paris-New York en 1 seconde. Ce bal où les galaxies tournoient, c'est toute la jeunesse de l'univers. Tout le plaisir de l'univers à ses débuts, avant qu'il soit totalement dilué comme il l'est maintenant, par l'expansion. Au final, on a de jolies histoires de famille. Un tel a rencontré tel autre sous tel angle, l'autre sous un autre angle. Des rencontres sont heureuses, d'autres un peu plus malheureuses. Des rencontres avortent, d'autres durent. On a tous les oncles et toutes les tantes. Mais vous allez me dire, vous êtes sérieux? Des images pareilles, il y a ça là-haut? Mais oui, regardez, le petit télescope là,
avec son petit rayon d'ouverture. Il est en train de regarder depuis une demi-heure sous la grande ours, sous l'étoile du Manche. Et voilà ce qu'il voit. Au début, il ne voit pas grand-chose. Il débute en photo. Il doit faire un long temps de pause. Alors il pose pendant 30 minutes. Et voilà ce qui apparaît petit à petit. La galaxie avec son petit compagnon. Des restes de l'évolution ancienne qui nous montrent comment tout ce qu'on voit est le résultat de beaucoup de rencontres dans cet univers qui était alors très jeune. Alors comment être sûr que tout cela, ce n'est pas juste des histoires pour faire rire? Eh bien toujours, on fait des simulations. On va mettre dans un ordinateur une crêpe qui rencontre une autre crêpe et on va regarder si ça se passe vraiment comme il dit. On va faire tourner le moteur de la gravitation et de temps en temps, on va faire une pause et on va comparer avec la réalité. En avant. Photo. Photo. Visiblement, c'est bien ça. Toutes ces galaxies différentes qui nous semblent d'une variété incroyable ont l'air d'être autant de photos à différentes étapes d'une même histoire. Mais nous le savons bien, toutes les histoires sont les mêmes. Et c'est vrai aussi pour l'univers. Revenons un peu à cette galaxie qui avait pris cher. Celle-là, on peut peut-être un peu mieux comprendre son histoire. Comment ça se fait qu'elle est dans cet état-là maintenant? Visiblement, elle n'a pas eu qu'une seule collision et elle n'a peut-être pas été très heureuse dès le départ. Il y a l'air d'avoir eu beaucoup de collisions au point qu'on ne voit plus aucune trace de ce qu'elle a été dans sa jeunesse. Et d'ailleurs, il y a une trace encore plus inquiétante. Regardez, on dirait qu'il y a un astre au centre de cette galaxie. On ne dirait pas. Il émet un jet très puissant de la lumière, mais aussi de la matière qui voyage à la vitesse de la lumière. Mais pour faire ça, un jet de cette taille-là, il faut un monstre au centre de cette galaxie. Mais quel est ce monstre qui habite cette galaxie au doux nom de M87? Allez les gars, on y va. Allez, on y va. On va aller voir ce monstre-là. Ouais, on va lui faire sa fête. On va voir ce que c'est les histoires de famille. Chauffe, Vincent. Allez, chauffe.
commence à être très très beau ce ciel à la Grange. Un lieu vraiment magnifique pour observer le ciel. Mais revenons à ce suspect au centre de cette galaxie. Qui est-il et surtout comment va-t-on bien pouvoir le savoir? Parce que c'est une chose de faire des photos de galaxies. Une galaxie, c'est un monstre énorme. Certes, c'est très très loin, mais c'est encore plus grand, ce qui fait qu'on arrive à faire une photo. Et bien là, je crois que vous n'allez pas me croire, mais personne n'a jamais fait de photo d'une étoile. Je veux dire par là qu'il est impossible de faire une photo de la surface d'une étoile à part le Soleil. Toutes les étoiles sont trop loin, même avec le plus grand télescope, même pour l'étoile la plus proche qui est à 4 années-lumière, vous faites une photo, vous avez un point lumineux, vous avez l'impression d'avoir un disque. Ça s'appelle la diffraction, mais vous ne voyez pas la surface de l'étoile. C'est impossible, ça ne marche pas. C'est trop loin, c'est un objet compact, très loin, vous n'arriverez pas. Donc il faut d'autres techniques. Et dès le 19e siècle, les Français, qui étaient très ingénieux à l'époque, avaient trouvé une technique pour dépasser ces limites. Et évidemment, dans l'avenir, je pense qu'on devra s'en inspirer. Quand on a de moins en moins de moyens, il faut être de plus en plus ingénieux. Et eh bien, la technique est assez incroyable, elle consiste à faire avec moins. Beaucoup de gens disent ça. On va faire avec moins et on va faire mieux. Oui, ben ça marche. Il faut pour cela, ils se sont dit, on veut mesurer le diamètre d'une étoile, puisqu'on n'arrive pas à faire la photo, on ne sait pas quelle taille elle fait. Alors pour vous expliquer ça, il va falloir qu'on fasse une expérience de physique en live. Vous êtes d'accord? Oui. Bon, alors. Rémi, je vais avoir besoin de ton aide. Donc, s'il te plaît, avec ton petit synthé, tu m'envoies un La bien grave sur cette enceinte. Voilà. Là, vous entendez un son qui vient uniquement de cette enceinte, c'est un La. Pour les raisons de l'expérience, c'est un La très grave. Est-ce que tu peux faire la même chose sur cette autre baffe? Ok. Donc, ce n'est pas spécialement agréable. Bon, les expériences ne sont pas toujours très agréables. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant mettre les deux baffes en même temps. Et regardez ce que ça fait. Alors, là, vous en rendez peut-être pas compte, mais il y a des gens dans l'assemblée qui entendent presque pas de son. Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui entendent moins de son qu'avant? Ouais, c'est pas très convaincant alors. Et les autres qui en entendent plus, madame par exemple qui se bouche les oreilles, visiblement, qui entend plus de son qu'avant, mais beaucoup plus. Ouais, et qui en entend moins. Mais il n'y a personne qui en entend quasiment pas. Tu as appuyé sur le bon bouton, Rémi? Ah, ça fait plaisir. Ouais, c'est toujours ça, c'est des expérimentateurs et ils accusent toujours les autres. Alors, ce qui se passe quand on envoie deux ondes sonores, pourquoi j'utilise le son, c'est que le son et la lumière, c'est quasiment la même chose, ce sont toutes les deux des ondes. Eh bien, les ondes s'additionnent, et parfois, l'une est une bosse, tandis que l'autre est un creux, et au total, ça fait 0. C'est un peu comme les vagues qui se traversent, ce qui fait qu'il est possible, en additionnant deux ondes, de faire du silence. Et c'est ce qui arrive dans des couloirs. On a une alternance de couloirs très forts en son, de couloirs avec moins de son ou quasiment du silence, puis couloirs en son et couloirs de silence. On appelle ça des franges d'interférence en physique. Et ça se produit dès lors qu'on combine deux faisceaux. Et là est l'astuce. On va faire la même chose, mais avec la lumière. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre deux enceintes, on va prendre deux télescopes. Les deux télescopes vont regarder la même étoile. Et la lumière qui sort des deux télescopes, on va la recombiner. Et qu'est-ce qu'on fait quand on voit ça? On voit aussi des interférences, des alternances de franges claires et de franges sombres. Ça, on avait compris ça avec la théorie ondulatoire de la lumière au XIXe siècle. Et c'était attendu. Mais il y a une chose qui est assez étonnante, c'est que si j'éloigne mes télescopes, il y a un moment où il n'y a plus d'interférences. Les interférences disparaissent. Et ça, la théorie le prédit. Elle dit, quand vous êtes à la distance qui correspond à la taille de l'étoile, vous perdez les interférences. C'est-à-dire que si je mesure cette distance, je suis capable d'en déduire la taille de l'étoile. Et on a fait ça dès le XIXe siècle. Alors, au début, ils ont essayé en éloignant leur télescope de 80 cm, ça ne marchait pas.
Il y avait que... Parce qu'ils le mettaient en fait sur le même miroir. Alors, ils avaient des interférences, donc ils disent, je n'ai pas mesuré. Il a fallu l'éloigner de 2,15 m. Et là, ils ont vu disparaître les franges. Ils ont mesuré ainsi la première étoile. Et là, ça a été aussi une surprise. Ils ont trouvé 1000 fois la taille du Soleil. Alors là, d'abord, on se demande si on ne s'est pas trompé là, ensemble quand on trouve ça. Puis on vérifie et on se dit non, on ne s'est pas trompé. Et effectivement, évidemment, les premières étoiles qu'ils ont réussi à mesurer, c'était les plus grandes. Deneb fait, tout comme Antares, à peu près 1000 fois la taille du Soleil. Vega fait 3 fois la taille du Soleil. Antares, l'œil du Scorpion, fait 30 fois la taille du Soleil. Le Soleil est une étoile assez petite et il y a des étoiles beaucoup plus grandes et même encore plus grandes que celles que je vous dis. Et donc là, on a une technique. On a une technique qui va nous permettre d'attaquer ce problème pour faire une image, non pas une image photographique, mais une image interférométrique, puisque cette technique s'appelle l'interférométrie. Une image interférométrique de ce monstre qui loge au centre de M87. On est prêt pour faire l'image d'un trou noir supermassif.
le mec, il est astrophysicien, il n'a pas l'air de savoir qu'un trou noir, ça émet pas de lumière et qu'il risque pas d'en faire une photo. Déjà, le gars, tu te dis, c'est vrai ça, comment tu fais pour faire la photo d'un truc qui n'envoie pas de lumière? Alors, effectivement, si le trou noir, c'est un trou noir dans l'obscurité, c'est vrai que c'est compliqué. Mais il se trouve qu'un trou noir supermassif, ça a une gravité tellement puissante que ça attire tout à soi. Résultat, ça tournoie autour du trou noir et c'est obligé de tournoyer très très vite, sinon ça tombe dans le trou noir. Résultat, tout ça, ça s'échauffe et donc ça veut dire que ça brille énormément autour du trou noir. Par contre, là où est le trou noir, effectivement, c'est totalement noir. Et donc, on va utiliser l'interférométrie pour faire l'image d'un trou noir. Mais là, on ne va pas mettre de télescope à 85 cm, ni même à 2 km, ni même comme sur le plateau du Chili, là où il y a l'interféromètre ALMA, à quelques dizaines de mètres, centaines de mètres. Non, on va les mettre sur différents continents. On va faire comme ça. On va construire un télescope de la taille de la Terre. C'est-à-dire qu'on prend un télescope à Hawaï, un télescope en haut du plateau du Chili, un télescope au South Pole, SPT, un télescope dans les Alpes, un télescope aux États-Unis, et tout cela, on les câble et on combine la lumière qu'ils voient quand ils regardent tous M87 et son centre. Et en faisant ça, on arrive à faire une image interférométrique très très puissante, puisque c'est une méthode qui nous permet de voir des choses très petites, les étoiles, et même encore plus petits. Plus les télescopes sont éloignés, et plus la précision de ce télescope interférométrique est grande. Donc là, avec un télescope de la taille de la Terre, on a une précision redoutable. Regardez ce que ça donne. On va vous montrer un montage, une vidéo qui part de la galaxie telle qu'elle nous apparaît, par exemple dans ce petit télescope, et on va zoomer. Au début, ça va être des photos comme vous pouvez faire. Et à un moment, ça va se basculer en images interférométriques. Mais vous allez voir que c'est la même chose. Ça permet simplement de regarder plus profondément. En avant le voyage. Une galaxie normale, 100 000 années-lumière, mais quand même très massive. Et donc là, des observations optiques classiques. On rajoute un peu d'observations rayons X, mais qui reste classique, c'est de l'imagerie, tout ça. Il n'y a pas d'interférométrie. L'image Hubble, le télescope spatial, avec ce jet là que je vous avais montré, là encore, une image en rayon X. Et là, voilà, à partir de maintenant, on passe en interférométrie. Vous remarquez qu'on voit toujours le jet en interférométrie. Et là, on va zoomer, 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 pour arriver à identifier qui émet un jet pareil, quel est ce trou noir supermassif. Faire cette première photo qui a été réalisée il y a 5 ans. Ça a été surtout un défi technique, la technique étant ancienne, l'interférométrie, mais construire un télescope qui rassemble des télescopes de tous les pays, les coordonnées, câbler tout ça, ça a été compliqué. On continue de zoomer, on arrive bientôt, le voilà. Ah, vous le voyez le trou? C'est un trou noir. Et regardez, le petit cercle à l'intérieur du trou noir, c'est le système solaire, c'est la taille du système solaire. Donc le trou noir, il fait en rayon peut-être 10 fois la taille du système solaire, mais en masse, c'est 6 milliards de fois la masse du Soleil. Alors, ça pose des problèmes. Comment on fait, nous, astrophysiciens, pour expliquer la formation de trous noirs aussi gros? C'est des sujets de recherche en ce moment. C'est quand même assez compliqué. Il y en a un autre dans notre galaxie, dans la Voie lactée. Il y a des Sagittaires dans la salle? C'est dans votre signe qu'il y a le trou noir supermassif. Je ne dis pas que c'est de votre faute. Mais tout se passe bien, il n'est pas dangereux, il est endormi, mais il y a 200 ans, il a eu une petite bouffée de colère quand même qu'on a pu retracer. Vous imaginez un peu l'aboutissement là? Ça a été réalisé il y a 4 ans. Il y a 5 ans, on a détecté les ondes gravitationnelles. Tout ça, c'est un succès extraordinaire de l'astronomie du XXe siècle jusqu'au XXIe siècle, poussé par des génies comme Einstein.
Vous savez comment on reconnaît un génie? C'est pas physique, hein. Je ne suis pas génial, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas physique, c'est que les gars, pendant 100 ans ou 200 ans, ils vont essayer de démontrer que le gars a faux. Et régulièrement, ils vont dire qu'il a tort. Et à chaque fois, c'est eux qui vont avoir tort. Donc ça, on l'a vu avec Newton. Pendant 200 ans, les gens ont dit « Ah, Newton a encore raison ». Et à chaque fois, au bout d'un moment, ils ont dit « Bon, on arrête de croire qu'il a tort, on utilise ce qu'il fait et on voit que ça marche ». Et Einstein, on n'y est pas encore, là. Il y a toujours des gens qui essayent, mais bon, pour l'instant, tout ce qu'il a prédit, il s'est trompé sur certaines choses, mais en astronomie, la relativité générale, ça tient très très bien. C'est vraiment un succès incroyable, hein, tout au long de ce siècle, ce à quoi on est arrivé, l'expansion de l'univers, la découverte du Big Bang. On est en été, hein. C'est la fête, on est content, on célèbre. On ne va pas parler des choses qui fâchent. Tout ne marche pas parfaitement dans ce modèle. Il y a des problèmes. On va laisser ça pour l'automne, où déjà on déprime un peu plus. Hein. Mais là, on célèbre ce succès, on en est fiers. C'est une conquête incroyable de la compréhension de l'humain, d'avoir réussi à saisir un univers fini ou infini, on ne sait pas trop, en expansion, avec la pensée, les mathématiques, des théories, pas démenties, parfois contredites. C'est quand même un succès éblouissant, pas trop polluant. L'été se termine, l'été est même presque fini. On va maintenant pouvoir regarder ce ciel, ici et tout à l'heure avec les télescopes, avec un autre regard. Ce ciel n'est pas aussi calme qu'il y paraît. Il est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Il n'y a pas que les étoiles. Ça, c'est notre petit village. C'est la Voie lactée. Il y a d'autres villages, d'autres univers-îles, et encore d'autres bien plus loin, des milliards et des milliards. Et dans chacun de ces univers, des centaines de milliards d'étoiles. Avec beaucoup de mouvements, beaucoup d'énergie. On ne s'ennuie pas là-haut, ce n'est pas du tout statique. Mais heureusement, nous, à notre échelle humaine, ce ciel, il nous laisse tranquilles. Alors on va pouvoir le contempler calmement et repartir vers nos rêveries. Deneb, les ailes du cygne, le cou du cygne qui mêle à Albireo, l'œil du cygne. Vous le voyez, le cou? Le long cou du cygne. Vega et la lyre, un joli trapèze. Altaïr, l'aigle avec ses ailes et sa queue, l'œil et son bec. Cassiopée, le joli dauphin.
faire honneur aux étoiles, mais c'était un dur labeur quand même. Donc, merci à Samuel Mastorakis pour le vibraphone. Pascal de Sauce pour la trompette. Pour le piano, les claviers. Ariel Lemaire pour la composition musicale. Merci à Vincent Guillet. Ouais, deuxième, évidemment. À Alfred Vilailec pour la basse. Merci à la régie, à Johan et Stéphane. Mario et Massimo à la billetterie. À Claire et Élise de nous avoir offert cette voûte céleste incroyable. À Gilles et ses associés de la ZAD qui nous ont montré et guidés avec tout ça. Qui nous attendent et qui nous attendent. Voilà, maintenant. Simon et Chadi qui sont doctorants au laboratoire Univers et Particules de Montpellier qui nous attendent aussi. Également. La bonne allure pour le regard extérieur, la mise en scène. À remercier déjà que vous soyez venus, c'était un super plaisir que vous suiviez ce projet. Et c'est un projet en 4 saisons pour ceux qui n'ont pas tout à fait compris ou suivi. Là, vous avez vu la deuxième saison. La troisième saison aura lieu le 14 octobre à Murviel et Montpellier. Et la dernière, l'hiver, aura lieu le 19 janvier au théâtre de Villeneuve-les-Maguelons. On vous attend nombreux et nombreuses. Eh bien, comme on vous le disait, les astronomes sétois, également le petit télescope numérique, tout ça vous attendent par là-bas pour observer le ciel profond, c'est vraiment l'heure. On est sur un site exceptionnel. Merci encore à la Grange et à l'association Bouillot Club de nous accueillir. Pour les étoiles, pour ceux qui habitent près des villes, ça doit vous changer quand même. Là, on va vraiment pouvoir se régaler. Donc on vous attend là-bas, vous montrer des galaxies que vous allez voir par vous-même, des amas globulaires, des nébuleuses planétaires. Et moi, je suis là également pour échanger avec vous, avec le plus grand plaisir. Donc à tout de suite. Merci. Thank you.